Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la serre. Une serre froide, une serre pas chauffée, ou du moins pour l'instant, parce qu'en plein hiver, vraiment quand il va faire des grosses gelées plusieurs nuits d'affilée, il y a un léger chauffage pour, en fait, pour maintenir hors gel. Voilà. Là, aujourd'hui, il fait 15 ou 16 degrés, 16 degrés je dirais, ouais, 16 degrés, il fait bon, ça n'empêche pas que j'ai quand même, je me suis couverte, j'ai quand même mis une veste et une écharpe, surtout qu'en ce moment j'arrête pas d'être un peu, pas vraiment, enfin oui malade, mais enfin, je perds ma voix facilement, voilà, je suis pas vraiment malade, mais on va pas chercher le bâton pour se faire battre, hein, donc je me couvre. Voilà, alors aujourd'hui, ça change un petit peu, on est dans la serre plutôt que dans la véranda, pour deux raisons. C'est que ça change, ça fait du bien, on prend l'air tant qu'il fait pas trop froid. Et la deuxième raison, c'est que le thème d'aujourd'hui, on va parler des substrats, des différents substrats. En fait, je dirais que c'est une vidéo un peu qui fait suite à celle que j'avais faite il y a 2 semaines ou 3 semaines. L'intitulé c'était ce qu'il faut savoir pour débuter avec les plantes, je crois. Je ne me rappelle même plus les titres que je mets, les erreurs à pas faire, etc. J'avais parlé du substrat dans cette vidéo et je me suis dit on va approfondir le thème du substrat, même si je l'ai déjà fait, je sais pas quand, honnêtement, sur 3 ans de vidéo, je sais plus quand est-ce que j'ai fait une vidéo sur le substrat, mais je sais que j'en ai déjà fait au moins une, deux, ou peut-être même 3. Mais bon, une petite piqûre de rappel, et puis il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, encore plus très récemment. Je dirais depuis que j'ai ouvert ma deuxième chaîne, ma bulle de douceur, j'ai eu des personnes aussi qui sont arrivées par le biais de cette chaîne. C'est assez marrant, ça fait plaisir. Donc je vous souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui arrivent depuis quelques semaines, même quelques mois, et à qui j'ai pas souhaité la bienvenue directement. Alors aujourd'hui, pour ce thème, pour les substrats, quoi de mieux que de se trouver dans la serre, puisque c'est là où je rempote les 3/4 du temps, sauf en plein été où j'avoue que je me mets plutôt à l'ombre, et en plein hiver, je fais pas de rempotage, tout simplement, mais je m'occupe de mes plantes, voilà, des fois j'ai le gros manteau, la grosse écharpe, j'allume un petit coup le chauffage le temps que je suis ici, je ferme la porte et je m'occupe de mes plantes. Mais bon, en hiver je fais pas de rempotage, ou rarement, sauf si vraiment gros besoin vital, on va dire. Mais comme je vous disais dans la vidéo, justement, le rempotage, il faut vraiment que ce soit un besoin vital. Si on fait hors saison, si on fait en plein hiver, c'est vraiment parce que la plante, elle a, voilà, vous n'avez pas le choix. Sinon, forcément, c'est quand même mieux au printemps et en été. Même en automne, je dirais, quand on a des automnes comme nous, on a eu très doux, franchement, vous pouviez rempoter largement. Cette année, j'avais pas trop de rempotage à faire. L'année dernière, j'en avais fait beaucoup. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, j'en aurai beaucoup. Mais moi, je rempote pas tous les ans toutes les plantes, heureusement pour moi. Voilà, donc je me suis écrit sur un papier, parce que maintenant que vous savez pourquoi je n'ai pas de mémoire, si vous avez vu ma vidéo sur ma bipolarité, et oui, je n'ai aucune mémoire, aucune concentration correcte, et c'est pour ça que j'ai un cahier à chaque fois avec moi où j'écris vraiment les points principaux. C'est pas quelque chose que je prépare vraiment, c'est juste pour pas oublier trop de choses que je pourrais oublier, parce que souvent en plus je pars dans tous les sens quand je discute, et voilà, hein, on se perd facilement. Donc là j'ai marqué différents substrats. Je vais vous énumérer les différents substrats, parce qu'il y en a au final plusieurs, parce qu'on parle toujours du terreau, on dit terreau, quand on n'est pas aguerri aux plantes, en fait on parle de terreau, voilà, ou de terre de jardin ou terreau. Alors maintenant, terreau c'est
c'est beaucoup plus vaste que ça. Alors, ce qu'on appelle substrat, c'est tout simplement un support de culture. Ça veut pas, substrat ne veut pas dire terreau. Terreau est un substrat, le terreau c'est un substrat, mais substrat c'est pas forcément du terreau. Voilà, ça c'est la petite nuance à faire quand on ne sait pas. Donc il y a différents supports de culture. Le support de culture, ça va être en fait quand vous avez votre plante, elle a ses racines. Ses racines sont ancrées dans quelque chose. Ça peut être dans le jardin, ça peut être de la terre, ça peut être dans l'eau pour les plantes aquatiques, ça peut être ancré sur de la roche pour les plantes lithophytes, ça peut être du bois pour les plantes épiphytes. Voilà, ce sont des supports de culture, tout ça finalement. Bon, évidemment, dans nos intérieurs, la plupart du temps, nous avons des plantes qui sont dans du terreau. Je dis la plupart du temps parce que au final, il y a beaucoup de plantes qui se plaisent en eau. Enfin, voilà. On va faire dans les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans les détails déjà. Sinon, on y est pour très longtemps. Alors, comme je vous disais, on a la terre du jardin qui est un support de culture aussi dans le jardin. Moi, ça m'est arrivé, autrefois j'utilisais souvent la terre du jardin mélangée à du terreau comme support de culture pour certaines de mes plantes. Alors quand on dit terre du jardin, c'est assez vaste et c'est un peu trompeur. Parce que la terre du jardin, ben alors en fait, moi ma terre du jardin ne ressemble pas à la terre du jardin que on peut avoir à Castres, puisque je discute régulièrement avec Digitaline Bolton. Sa terre à elle, elle est très argileuse, argilo-calcaire. Moi, c'est une terre plutôt noire, c'est une terre sableuse, même si en dessous on a quand même de l'argile, mais j'irai à 1 mètre de profondeur. Après, sur les coteaux, un peu plus loin, ça va être aussi de la terre un peu argileuse. C'est pour ça que nous avons aussi de la vigne autour. Voilà, donc la terre du jardin, c'est un petit peu vaste. C'est beaucoup trop vaste d'ailleurs pour dire, là, il faut mettre de la terre de jardin. C'est beaucoup trop vaste. Donc ça, c'est au niveau de la terre du jardin. J'ai oublié de vous dire, dans les supports de culture, il y a 2 sortes de supports de culture. Il y a le support de culture organique et le support de culture minérale. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous pond encore? Oui, alors, vous avez le support de culture organique. Donc, vous allez avoir la terre du jardin, donc le terreau, mais vous allez avoir aussi la sphaigne. C'est un support de culture organique, c'est vivant. C'est un support de culture, donc c'est un substrat finalement, mais organique, donc vivant. Vous avez aussi la tourbe de coco. Alors la tourbe de coco, vous connaissez tous et toutes, puisque bien souvent, les plantes que l'on achète en jardinerie sont installées dans des pots avec de la tourbe de coco. D'ailleurs, on peste souvent après cette fameuse tourbe de coco, parce que tout simplement, c'est, je dirais, le meilleur substrat pour faire raciner une plante. Notamment les succulentes, ça c'est sûr à 100%. C'est le meilleur substrat pour faire raciner une plante, ça c'est sûr. Mais dans certaines conditions. D'ailleurs, c'est pour ça que chez nous, juste installer des plantes dans de la tourbe de coco, c'est rarement une bonne idée. Les conditions idéales pour cultiver des plantes en tourbe de coco, c'est d'être sous serre avec un max de lumière, de l'humidité en permanence et de l'engrais sans arrêt. Pourquoi? Parce que la tourbe de coco sèche très vite et une fois qu'elle est sèche, elle est quasi impossible à réhydrater. C'est pour ça que souvent nos plantes de jardinerie sont des espèces de tas de tourbe de coco, pas de terreau, de tourbe de coco sec et archi sec, et après forcément c'est en fait vous allez voir qu'au bout d'un moment votre plante elle boit plus, elle sèche tout le temps, vous n'arrivez pas à réhydrater, etc. C'est souvent la tourbe de coco. La tourbe de coco, elle est idéale pour les producteurs dans leurs conditions. Arriver chez nous, c'est plus la même histoire. Alors il y a toujours des personnes, des exceptions qui arrivent à cultiver en tourbe de coco, bien évidemment. Je dis pas le contraire, mais moi, déjà, c'est pas le cas. Et je pense qu'il y a très peu de personnes, finalement, qui arrivent en pure tourbe de coco. Alors, la tourbe de coco, il faudra que je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous mettre des petits trucs sur le côté, là, des petits...
je sais plus comment ça s'appelle, des petites vidéos, des photos sur le côté pour montrer à quoi ça ressemble. En fait, la tourbe de coco, c'est comme du terreau, c'est de la poudre, enfin, oui, ça ressemble à du terreau, mais c'est un petit peu plus clair et plus poudreux, justement. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît la tourbe de coco. La sphaigne, c'est pareil. Est-ce que j'en ai ici? Alors, la sphaigne, j'en ai pas ici. J'espère qu'il m'en reste en intérieur parce que j'ai beaucoup utilisé de sphaigne pour envoyer mes plantes dans le colis. Donc, en support de culture organique, vous avez donc le terreau, la terre, la sphaigne, la tourbe de coco. Après, j'utilise pas autre chose, moi. Je réfléchis, je pense que j'ai rien oublié. Mais après, vous avez aussi le support minéral. Et en fait, parfois, je pense que vous vous en servez sans vous en rendre compte ou sans savoir que c'est un support de culture, mais minéral. Je dis ça parce que, par exemple, le pon, le fameux Lechuza pon, Lechuza c'est la marque, mais c'est le pon, c'est un support de culture, mais minéral, donc à partir de pierres de lave, de pouzzolane, de choses comme ça. C'est un mélange finalement de pierres dans laquelle vous allez faire pousser des plantes. Ça fonctionne très bien. Du coup, je dirais que c'est un très bon support de culture pour pas mal de plantes, peut-être pas toutes. Personnellement pour les Hoya, parce que voilà, je vais vous faire les retours sur moi, ce que j'ai et ce que je connais chez moi. Mais par exemple, pour beaucoup de Hoya, pas tous, mais pour beaucoup de Hoya, ça fonctionne plutôt très bien. C'est un support de culture que j'aime beaucoup. Après, un autre support de culture, donc un substrat finalement, qui est complètement minéral, c'est de la perlite. Alors full perlite ou full vermiculite ou perlite et vermiculite moitié-moitié. Ça, c'est un support de culture qui a été utilisé pendant très longtemps jusqu'à que le Lechuza-pon fasse, alors pas son apparition, mais surtout soit plus à la mode. Et c'est vrai que les retours sont meilleurs que la perlite vermiculite, je trouve. Mais voilà, la perlite et la vermiculite, c'est pareil, c'est un support de culture, mais complètement minéral. Alors, la perlite, je vais en avoir. Oh, je pense que je vais vous filmer. Je vais pas essayer d'attraper parce que je vais me casser le dos en deux. Parce qu'aujourd'hui encore, je suis dans le minimum de ma souplesse, on va dire. Après, il y a donc la perlite, la vermiculite, mais il y en a bien d'autres. Il y a tout ce qui est pouzzolane aussi. Voilà, il y a des personnes qui cultivent dans de la pouzzolane. Et, oui, et après, le terreau est à diviser en beaucoup de parties finalement. Le terreau, c'est un mot très vaste pour beaucoup de supports de culture finalement. Le terreau, quand vous allez en jardinerie, en magasin pour les plantes, donc ça peut être jardinerie, mais aussi tout ce qui est gamme vert et tout ça, vous allez avoir une allée entière de terreaux, tous différents les uns des autres, ou je dirais pas forcément très différents. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment différents des uns et des autres. Souvent, alors il y en a beaucoup, c'est du marketing. J'évite d'acheter ce genre de substrat parce que j'ai trouvé moi la solution pour me le faire moi-même. Ça me revient moins cher. Avec le nombre de plantes que j'ai, forcément, il faut trouver des astuces pour que le coût soit un peu moindre pour l'entretien des plantes. Mais sinon, vous avez différents terreaux. Et ça, je vous l'avais dit dans la vidéo justement sur... la vidéo dans laquelle je vous parlais comment bien débuter avec les plantes. Et donc notamment dans les terreaux les plus connus, il y a les terreaux plantes vertes, des plantes d'intérieur. Il y a du terreau pour les agrumes, donc tout ce qui est citronnier, etc. Le terreau pour géranium, le terreau pour plantes balcon, le terreau pour... je sais pas moi, pour les arbustes, du terreau pour les succulentes, cactus succulentes, le terreau pour les plantes carnivores, j'ai retrouvé ce petit paquet, du terreau plantes carnivores, du terreau pour plantes aquatiques. Vous allez avoir toute une panelle de terreaux plus ou moins intéressants, plus ou moins bien.
voilà, du terreau à semis, ça c'est, je dirais, un terreau vraiment de base où il n'y a absolument rien d'ajouté en principe dedans. C'est un terreau très fin et moi c'est un terreau que j'utilise beaucoup. C'est un terreau où il n'y a pas d'ajout d'engrais, comment dire, de petites choses, de drainage, de choses, voilà, autre chose que voilà, du terreau tout simple, du terreau à semis le plus simple possible. Et ce terreau, moi je l'achète en coopérative agricole pour que ça me revienne déjà moins cher, et c'est un terreau de très bonne qualité. C'est pas voilà, un terreau avec un packaging extraordinaire, voilà. Mais moi, ça m'arrange. J'ai besoin d'un sac de 70 litres à chaque fois. J'en consomme, je ne sais pas combien de paquets dans l'année. Donc forcément, vous allez comprendre que je ne vais pas acheter mon petit sac de terreau de 40 litres ou même 50 litres au supermarché ou en jardinerie. Ça me coûterait beaucoup trop cher à l'arrivée. Voilà, ça c'est pour le terreau. Les différents terreaux. Alors par exemple, le terreau pour les succulentes. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence avec le terreau pour plantes vertes? Le terreau pour succulentes, il va y avoir du sable en général ajouté dans le terreau. Il va y avoir possiblement de la perlite, ça peut arriver, suivant les marques qui font ce terreau. Il peut y avoir de la pouzzolane, c'est pareil, suivant les marques qui font le terreau. Alors il peut y avoir aussi de l'engrais exprès pour les succulentes. Souvent c'est incorporé dans le terreau. Donc quand vous rempotez, en général vous avez à peu près tout ce qu'il faut, entre guillemets, je précise, parce que moi c'est pas du tout ce que je pense et c'est pas comme ça que je vois les choses, mais voilà, pour quelqu'un qui commence avec des plantes, etc., voilà, vous allez acheter du terreau pour succulentes, ça sera toujours mieux que du terreau plantes vertes basique. Pour des succulentes, ça n'ira pas. Voilà, il faut au minimum prendre au moins du terreau pour cactus et succulentes. Ça, c'est le minimum que vous pouvez faire pour vos plantes. Après, tout ce qui est terreau plantes vertes, ça va aller pour toutes les plantes vertes. Mais quand vous allez avoir, par exemple, des plantes en bassin, comme moi j'ai, ça va être un terreau plus spécifique. C'est un terreau pour plantes aquatiques, c'est-à-dire qu'il ne va pas se dissoudre partout dans l'eau. C'est un terreau vraiment plus spécifique. Et moi, j'utilise ce terreau aquatique mélangé avec de la terre aquatique. C'est plus lourd, ça bouge pas du pot et c'est fait exprès pour pas partir à travers les trous des pots et puis ne plus avoir de terre au bout de très peu de temps. Ensuite, le terreau pour plantes carnivores, par exemple, il a de la terre de bruyère. Ça, j'ai oublié de vous en parler aussi. La terre de bruyère, c'est un substrat aussi, la terre de bruyère. C'est une terre, alors de bruyère ou dite de bruyère, c'est une terre acide. Et bien souvent, on s'en sert pour beaucoup de plantes de sous-bois, des plantes type rhododendron, hortensia, les azalées du Japon, tout ça aime les sols acides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de plantes qui aiment les sols acides et moi j'utilise principalement la terre de bruyère pour un apport d'acidité dans la terre. Alors par exemple, dans la terre pour plantes carnivores, adaptées aux plantes de terre de bruyère, bon, il ne va pas y avoir grand chose d'extraordinaire dedans parce qu'en fait ça va être plutôt de la terre de bruyère avec des écorces de pin compostées et de la tourbe blonde de sphaigne. En fait, voilà, et le packaging, ils disent que c'est pour plantes carnivores, mais au final, vous pouvez composer votre terre pour plantes carnivores vous-même en prenant les différents éléments qu'il y a dedans séparément et vous faites votre mélange. Mais bon, ça, par exemple, quand moi j'avais acheté ça, parce que j'avais une plante carnivore, et je me suis dit, je vais essayer, voilà, je vais voir. Je suis comme tout le monde, il faut que j'essaye, il faut que je vois, et puis je connais pas, donc forcément, voilà, je teste, c'est normal, il faut passer par là, il faut tester, c'est comme ça qu'on apprend. Hop, j'enlève une feuille morte sur ma plante, voilà, c'est plus fort que moi. Donc après, j'en étais où? Voilà, alors ça, ce sont
les terreaux, il y a vraiment toutes sortes de terreaux. Ce qui va souvent changer aussi dans les différents terreaux, c'est l'engrais qu'il y a dedans, qui sera plus ou moins dosé en N, en P ou en K. Donc en phosphate, potassium et je sais plus. Comme d'habitude, ça va être différemment dosé suivant les plantes. C'est souvent ça qui change finalement dans la composition des terreaux, j'ai remarqué. Donc voilà. Donc vous avez voilà, les différents terreaux. C'est important quand même de le savoir pour pas non plus chercher midi à 14 h pour des terreaux. Je pense qu'il y a beaucoup de marketing derrière, c'est une certitude. Après, qu'est-ce que... Ah oui, la sphaigne, c'est quelque chose de vivant que l'on trouve... c'est comment dire? C'est quand même limité. C'est-à-dire que en fait, c'est vivant, ça pousse. Et je trouve qu'en utiliser... en grosse quantité, c'est embêtant, ça se trouve dans les tourbières. C'est pas quelque chose qui est comment dire, sans fin. Je veux dire, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc si on peut limiter notre utilisation de sphaigne, moi, je pense, c'est mon avis, je pense que c'est mieux. Et bien souvent, dans les terreaux, vous avez de la tourbe de sphaigne dedans aussi. Alors maintenant, il y a beaucoup de personnes qui prennent des terreaux sans tourbe de sphaigne, justement par rapport à l'impact que ça a d'utiliser de la sphaigne sur Terre. C'est quand même quelque chose de vivant et pas à l'infini. Donc c'est vrai que c'est bien de faire attention. Et nous allons passer au drainage. Et là, je dirais que c'est une partie hyper importante du substrat ou des substrats. Le drainage, je pense que c'est le deuxième pilier du substrat, c'est-à-dire vous avez le type de substrat, le terreau, la terre, tout ce que je vous ai énuméré juste avant. Et après, vous avez le drainage et les deux, voilà, ce sont les deux piliers de votre plante. C'est ce qui fera les fondations de votre plante. Oui, je sais, j'ai un mari maçon, j'ai tendance à parler souvent de fondation dans mes vidéos, ça j'ai remarqué. Mais voilà, c'est plus fort que moi, c'est l'exemple que j'ai en permanence. Mais voilà, donc le drainage, alors le drainage, c'est là que les choses deviennent intéressantes pour moi, je trouve. Parce que, comme je vous ai dit, j'utilise du substrat, donc du terreau à semis, qui ne comporte absolument rien dedans. Et c'est moi qui viens rajouter ce que j'ai besoin en fonction de mes plantes. Vous avez différents types de drainants, de sortes de drainants. Vous avez là aussi du minéral ou de l'organique. Alors, par exemple, pour l'organique, vous allez avoir la perlite, la vermiculite, la pouzoulane, le lait chou-zapon, le sable, différents sables, le sable grossier, le sable de rivière, le sable fin aussi peut faire partie du drainage, même si j'en utilise pas vraiment beaucoup. Il va y avoir l'acadama, il va y avoir vraiment toutes sortes de choses qui peuvent vous servir au drainage. Et tout ce qui est drainant plutôt organique, vous allez avoir les chips de coco qui peuvent servir à la fois de drainage et de support finalement, parce que ça va aider au support de culture. Parfois le terreau que vous mettez, vous allez avoir des chips de coco dedans, donc ça fera un support de culture différents. Il y a les écorces de pin aussi. Les écorces de pin, c'est à la fois un drainant et un support de culture finalement. Vous allez avoir les billes d'argile. Les billes d'argile, ça c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé, que j'utilise encore. Moi je trouve ça super bien. Vous allez avoir aussi tout simplement du gravier, des cailloux. Vous pouvez mettre en drainage même des morceaux de terracotta, de peau cassée. Oui, ça s'utilise aussi pour drainer dans un pot, fond d'un pot, vous mettez plein de morceaux de terre cuite et ça peut servir de drainage. Voilà, ça c'est ce que je faisais, que je pratiquais beaucoup avant d'avoir tout le reste finalement. J'utilisais beaucoup de morceaux de peau cassée. Dans mes pots, j'en avais toujours au fond.
Voilà, alors ça, ce sont les différents types de drainants. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans un substrat, le drainage est hyper important. Je pense vous l'avoir dit dans la vidéo que j'avais faite pour vous aider à démarrer dans la culture des plantes. C'est qu'un terreau tout seul, ou de la terre toute seule, ou de la tourbe de coco toute seule d'ailleurs, ça aura tendance à compacter. Soit avec la chaleur, soit avec la sécheresse, soit avec le froid, soit avec trop d'humidité, ça peut compacter. Et les racines, surtout les petits, alors les petites très fines racines, c'est pire que les grosses racines, elles ont besoin d'air en fait. Pour assimiler les nutriments, boire et tout ça, elles ont besoin donc du substrat, ça c'est une certitude. Elles ont besoin d'engrais pour manger, mais elles ont besoin d'air parce qu'elles ont besoin quand même de respirer finalement, d'avoir de l'espace, parce que sinon elles seraient étouffées, aplaties, compactées dans la terre. Et souvent c'est ce qu'on retrouve avec la tourbe de coco, c'est les racines, elles sont finalement étouffées. Et quand vous utilisez un terreau sans rien du tout, ben en fait quand il sèche, il va compacter, il va rester accroché aux racines, et c'est là que vous pouvez asphyxier votre plante, ou noyer aussi tout simplement votre plante, parce qu'elle n'aura pas pu sécher correctement au niveau des racines, puisque ça sera compacté, complètement collé aux racines, et du coup il n'y a aucun moyen pour elle de se dégager du substrat et de s'oxygéner. Donc le drainage, donc les éléments drainants, sont là pour justement aérer tout ça. Éviter que le terreau ne compacte, comme la terre aussi peut compacter. Quand on vous dit qu'une plante dans le jardin doit être plantée dans un sol drainant, c'est-à-dire que c'est un sol qui doit avoir des cailloux, du gravillon, plein de petites choses qui peuvent drainer le sol naturellement, voilà, plein de petites choses qu'on retrouvera dans le sol d'un jardin au naturel, suivant la terre que l'on a, puisqu'il y a des terres qui sont plus ou moins drainantes justement. Alors, pour essayer d'être assez clair, le drainage, comment... Alors, en fait, on va l'utiliser en fonction du type de plante que l'on va avoir en pot. Par exemple, pour des succulentes, des cactus et des succulentes, le drainage sera plutôt un drainage complètement minéral. Le plus de minéral possible. De toute façon, il y a même certains cactus où leur substrat de base est presque à 90% minéral. Il y a très peu de terreau dedans. Beaucoup de succulentes que j'ai ont plus de 50% de drainant finalement dans leur substrat. Ça va être par exemple du sable de rivière que j'utilise pas mal, que j'achète en aquariophilie, enfin un rayon aquariophilie, des sacs de sable de rivière neutre, pas coloré ni rien, que je vais mélanger à mon substrat. Ça va faire un drainage. La perlite, j'utilise énormément de perlite. Moi j'achète des sacs de 100 litres que j'utilise dans l'année. Ça aussi pour les succulentes c'est très important. Perlite, sable de rivière, ça c'est vraiment la base. Après vous allez pouvoir ajouter de la kadama, de la pouzoulane. Plus vous allez mettre du drainage, mieux la plante sera à l'abri d'un risque de pourrissement, puisque l'eau, au lieu de stagner dans le substrat, va pouvoir s'évacuer normalement, et l'eau qui restera dans le substrat, ce sera juste ce qu'il faudra pour la plante pour qu'elle puisse boire. Voilà, ça c'est surtout au niveau des succulentes. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai énormément de succulentes, la plupart sont dans des substrats comme ça, à part je dirais tout ce qui est épiphyllum. Ça c'est, je dirais, une succulente un peu différente, puisque les épiphyllums sont des cactus épiphytes et tropicaux. Du coup leur substrat est quand même assez différent, même s'ils ont besoin de beaucoup de drainage. Là le drainage ça va être à la fois du minéral et de l'organique. Parce que tout comme les succulentes, je vais mettre du sable, je vais mettre de la perlite, mais je vais aussi mettre des chips de coco, des chips de pain, plutôt
plutôt des copeaux de pin, puisque c'est des plantes qui aiment l'acidité. On va mettre aussi de la terre de bruyère. Vous voyez, c'est quand même un peu différent. Mais suivant la plante, en fait, on va adapter notre mélange. On va faire des recettes. C'est ni plus ni moins de la cuisine finalement pour nos plantes. On va adapter, on va mettre des proportions différentes suivant nos plantes. C'est quelque chose que l'on apprend au fur et à mesure. On va chercher dans quel substrat elles aiment être, plus ou moins drainant. Si vous savez que c'est un substrat très drainant, vous allez rajouter du drainage. Pas trop drainant, vous allez en mettre un petit peu moins. Mais voilà, c'est quand même ce qui va faire que votre substrat sera bien et adéquat, c'est qu'il y aura un bon drainage adapté à la plante. Et là, je ne vais pas vous dire telle plante c'est comme ça, telle plante c'est comme ça, parce que c'est juste impossible. Je ne peux pas vous dire chaque plante quel mélange, en quelle proportion. Pour moi, c'est impossible de vous dire ça, tout simplement parce que suivant notre environnement, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Ensuite, pour des plantes d'intérieur, parce que ça, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, je dirais que là aussi, il faut un drainage, mais beaucoup moins important que pour les succulentes. La plupart du temps, ça va être plutôt de la perlite. C'est le minimum du minimum à avoir dans un substrat correct pour des plantes à l'intérieur. C'est terreau et perlite. Ça, c'est vraiment le minimum vital, je dirais, pour les 3/4 de nos plantes. Alors évidemment, il y a des plantes plus tropicales que d'autres, plus exigeantes en taux d'humidité, etc., qui vont avoir des besoins un peu différents. Alors à ce moment-là, on pourra rajouter des écorces de coco, on pourra rajouter des petites choses comme ça. Ce que j'aime bien mettre aussi avec la perlite, c'est aussi des billes d'argile pour le drainage, parce que les billes d'argile, elles emmagasinent l'humidité et elles redistribuent l'humidité, tout comme la perlite, la vermiculite d'ailleurs. On va rajouter à ça, dans un bon substrat, moi je mets toujours, quand je rempote, je mets toujours de l'osmocote. L'osmocote, c'est, est-ce que je vais en avoir ici? Ou est-ce que j'ai tout rentré dans la maison? Mais c'est terrible ça. Je crois qu'il va falloir que je rachète par contre des poches d'osmocote parce que j'ai peut-être tout utilisé aussi. Je vous mettrai une photo de ce que c'est l'osmocote. Alors l'osmocote, c'est un engrais sous forme de billes enrobé de je ne sais même pas de quoi c'est enrobé en fait. L'engrais se trouve à l'intérieur des billes et c'est un engrais à diffusion lente. Au fur et à mesure des arrosages, l'engrais va se diffuser. Vous savez, c'est pas en fait l'engrais liquide que l'on met dans un arrosoir. Vous mettez, l'engrais est là et la plante elle va prendre l'engrais sur le moment. Là, ça va se diffuser lentement, tranquillement, à chaque arrosage. Il faut savoir qu'il faut avoir un minimum de 20 degrés pour que l'engrais se diffuse dans le pot. En dessous de 20 degrés, l'engrais ne se diffuse pas. Et en général, il faut éviter d'être au-delà de 30 et quelques degrés parce que l'osmocote peut avoir tendance à brûler un petit peu les racines. Mais voilà, dans un substrat de base, chez moi, ce que j'utilise et ce que je dirais que je conseillerais aux personnes qui commencent, c'est d'avoir du terreau, de la perlite, les billes d'argile, c'est sympa, et de l'osmocote pour l'engrais. Et là, vous avez un substrat de base correct, très bien. Et après, comme je vous disais, pour les succulentes, du sable de rivière ou toujours de la perlite finalement. Et puis après, vous pouvez rajouter des petits trucs en plus, des petits ingrédients pour élaborer vos recettes et qu'elles soient un peu plus, comment dire, personnalisées à vos plantes. C'est comme ça que je fais. Je pars d'une base unique et après, je fais en fonction de mes plantes. Voilà, je pars de mon terreau et après j'additionne des choses avec mon terreau en fonction des besoins de la plante. Si par exemple c'est une plante qui aime l'acidité, je vais rajouter de la terre de bruyère, comme mes épiphyllums par exemple. C'est exactement ce que je fais. Je vais mettre un tiers de terreau, terreau normal, alors moi c'est terreau semi, mais c'est terreau plante verte aussi, un tiers de terre de bruyère et un tiers de drainage. Vous voyez, c'est vraiment en fait c'est une recette adaptée à chaque plante. Ça s'apprend sur le tard en fait. Ça s'apprend petit à petit. Alors en regardant des vidéos par exemple pour avoir des informations, mais vous en observant vos plantes et en comprenant
ce que c'est comme plante, si c'est plutôt une succulente ou si c'est plutôt une plante d'intérieur. Si c'est une plante qui serait mieux à l'extérieur à l'année, parce que bien souvent dans les jardineries on retrouve des plantes d'extérieur dans les plantes d'intérieur, ce que je comprends pas du tout. Par exemple le Fatsia japonica, c'est une plante d'extérieur et on la voit vendue dans les plantes d'intérieur. Donc déjà, première chose à faire, c'est de savoir où planter et quelles conditions aime votre plante. Si elle aime beaucoup d'humidité, si elle aime avoir un sol très drainant, si elle aime l'acidité ou au contraire un sol plus basique. Voilà, vous allez adapter vos mélanges à chaque fois à votre plante. À votre façon de cultiver aussi. Si vous êtes quelqu'un qui a arrosé beaucoup, optez pour du drainage plus. Ça vous permettra d'éviter de noyer vos plantes. Si au contraire vous arrosez pas trop, ben, vous mettez un petit peu moins de drainage. Moi je suis quelqu'un qui arrose très peu. Je mets pas mal de drainage, mais j'arrose très peu à la fois, mais je suis obligée de revenir très souvent. Voilà, c'est pour ça que quasiment toutes les semaines, je peux vous filmer des moments d'arrosage, finalement dans mes vlogs, parce que j'arrose toutes les semaines mes plantes. Si c'est pas l'une, c'est l'autre. Il y a toujours des plantes à arroser chez moi, donc voilà. Mais après, je préfère par sécurité mettre plus de drainage. Pour moi, c'est vraiment par sécurité. Voilà, je préfère mettre plus de drainage, mais venir arroser plus souvent, plutôt que d'avoir trop peu de drainage et puis risquer de noyer ma plante. Voilà, c'est mon fonctionnement à moi. Je dis pas que ça doit être le fonctionnement de tout le monde et je dis pas que c'est le meilleur fonctionnement, mais c'est celui que j'ai trouvé le plus adapté à ma façon de cultiver. Voilà, alors j'ai le chien du voisin qui aboie, ça doit être charmant dans la vidéo. Merci Gustave, il est mignon. Alors, il est gentil, mais voilà, il se met à aboyer de temps en temps. Après, ah oui, j'avais oublié de vous parler aussi de la vermiculite. La vermiculite, c'est aussi un drainant. J'en ai, mais j'en utilise très peu au final, parce que je trouve que la perlite fait bien son travail. Mais la vermiculite, ça va être un drainant qui va... être plus approprié par exemple pour tout ce qui est marrant tassé. Je trouve que c'est ça va mieux pour ces plantes là. Après moi la vermiculite, j'ai un sac que j'ai acheté il y a X temps et que j'ai toujours parce que j'utilise très peu de vermiculite, sauf dans mes mélanges quand j'en fais, et maintenant c'est rare aussi, mélange de perlite et de vermiculite à dose égale. Ça c'était pour bouturer les plantes. Que j'utilisais ça et ça fonctionnait très bien avec un petit fond d'eau. C'était très bien. C'était un support de culture pour faire raciner des plantes. Je sais que par exemple tout ce qui est ficus, tout ce qui est plantes ligneuses, alors les plantes ligneuses, ce sont les plantes qui au final ont des tiges comme des troncs. Voilà, c'est ligneux, c'est comme un arbre finalement. Et les ficus sont des plantes ligneuses. Et les plantes ligneuses racinent très bien dans de la vermiculite, uniquement que vermiculite. Quand on dit full vermiculite, c'est rien d'autre que la vermiculite et un fond d'eau. Ça fonctionne très bien. Moi, j'ai bouturé deux ficus comme ça fonctionne très bien. Mieux que la perlite. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. C'est une façon de cultiver aussi. Après, on peut... Voilà, on trouve des trucs et des astuces, on va dire. Et après, alors tout ce qui est sphaigne, parce que la sphaigne, je vous en avais pas trop parlé, mais moi la sphaigne, j'utilise pas. J'en utilise pas parce que c'est assez spécial. Il y a des personnes qui en fait qui cultivent quasiment tout et qui adorent cultiver avec la sphaigne et qui s'en sortent très bien. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je peux pas vous faire beaucoup de retours là-dessus. Par contre, la sphaigne, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose qu'il faut pas laisser sécher trop laisser sécher parce que pour réimbiber, c'est compliqué et bien souvent, c'est là que ça pêche. D'ailleurs, c'est un peu mon problème, c'est-à-dire de trop laisser sécher, d'oublier la sphaigne, etc. Et puis après, j'ai vu que la plupart des personnes qui utilisaient la sphaigne utilisaient aussi les tapis chauffants. Voilà, c'est pas mon truc, j'utilise pas de tapis chauffant, donc voilà, la sphaigne c'est pas quelque chose que j'utilise.
sauf pour les envois, pour protéger les racines, garder un petit peu d'humidité sans trop d'eau. Mais la sphaigne, c'est pas un substrat que j'utilise, c'est pas un support de culture que j'utilise. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne rajoute pas dans mes mélanges de substrats, alors qu'il y aura des personnes qui vont rajouter de la sphaigne pour des plantes qui auront besoin d'un petit peu d'humidité un petit peu plus d'humidité dans leur substrat. Voilà, après voilà, c'est une fois de plus, je pense que c'est en fonction de nos arrosages, de notre taux d'humidité dans la maison, de notre plante, c'est en fonction de plein de choses. Mais sur la sphaigne, je ne me permettrai pas de faire de retour vraiment dessus, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise et je ne saurais pas vraiment quoi vous dire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que je ferai une vidéo sur les engrais et les pots pour compléter? Je sais pas, pourquoi pas, je verrai. Il faut avoir quand même de la consistance pour faire une vidéo. Merci Haribo. Bah enfin, il répond au voisin quoi. Ça y est, c'est parti pour un tour. Voilà, il faut de la consistance pour faire des vidéos. Moi, j'aime pas faire des vidéos en 5-10 minutes maxi. Enfin, ça m'intéresse pas. J'aime bien expliquer. Et pour expliquer, il faut prendre son temps. Voilà, mais bon, dites-moi en commentaire si vous avez besoin de plus de renseignements, si je peux vous les apporter sur d'autres choses, les engrais. Alors les engrais, bon, mais oui, je peux vous faire une vidéo dessus. J'en ai déjà fait des vidéos sur les engrais aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, on voit que le jour commence à tomber. Il est 5 heures. Forcément, ça commence à être moins lumineux. Mais bon, c'est toujours plus lumineux que dans ma véranda. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu peut-être à des questions. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme moi toujours. Et puis si c'est le cas, bah, écoutez, je vous invite à déjà mettre des pouces à cette vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour la faire perdurer et grandir. C'est encore mieux pour pouvoir partager avec plus de personnes, c'est encore plus intéressant. Et puis activez la petite cloche pour les notifications, pour ne pas louper mes vidéos qui vont sortir. Et je vous invite, si vous aimez tout ce qui est un peu loisirs créatifs, tricot, crochet, des choses comme ça, à faire un petit tour sur mon autre chaîne, ma bulle de douceur. Je vous mettrai le lien en barre de descriptif. Si ça vous dit de me retrouver une troisième fois dans la semaine en vidéo. Voilà. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.